Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Noé Malouda. Noé Malouda a été conseiller général de la Martinique et il a été membre fondateur d'un pays indépendantiste qui s'appelle PIA. Monsieur Malouda, bonsoir, comment allez-vous? Bel bonjour, monsieur Larouché. Bel bonjour, toute ma maille, la ville chère, Cazenavire. Puis bel bonjour, toute Martinique. Donc, m'en bien parce que je suis très honoré de me retrouver dans une télé nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous avez commencé votre propos en excluant volontairement tous ceux qui en Martinique ne parlent pas créole. Vous ne leur dites pas bonjour à eux. Ah non! Il y a des gens qui ne parlent pas créole en Martinique. Tout à fait, mais vous savez, nous devons assumer notre bilinguisme naturel. Oui. Donc effectivement, je m'exprime aussi bien en français qu'en créole. Non, mais et c'est une richesse, ce bilinguisme, c'est-à-dire capable de passer intellectuellement sans forcer, tout à fait naturel, d'une langue à une autre. Donc je considère cela comme une véritable richesse. Non, mais je veux dire, c'est certain que ça a une vraie richesse. N'empêche que vous avez exclu de votre propos tous ceux qui ne parlent pas créole. Vous ne leur dites pas bonjour. Parce que normalement, vous avez dû dire en créole, puis en français. Non, je ne suis pas obligé de le dire ni en allemand, ni en russe, ni en chinois. Donc je le dis dans les deux langues dans lesquelles je suis à l'aise. Vous n'avez pas dit en français, vous avez dit qu'en créole. Oui, mais bel bonjour, tout le monde connaît ça, Martinique. Même les Français, et je peux vous dire, j'enseigne au lycée de Bellevue. J'ai l'honneur d'enseigner aussi pour des Français. Et les mecs disent bel bonjour, ils répondent moi, bel bonjour. Donc ils connaissent, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Oui. Bon. J'imagine qu'il y a des Français qui ne parlent pas créole. Bon, mais vous enseignez à des Français au lycée de Bellevue? Alors, j'ai commencé à enseigner en France, il faut le dire clairement. Très belle expérience à Saint-Denis. Et au lycée de Bellevue, j'enseigne pour la population, en grande majorité martiniquaise. Et effectivement, on a chez nous des personnes qui viennent de France ou bien qui sont peut-être de la communauté antillaise, caribéenne, et ce qui, pour moi, est une forme de richesse, ça ne me pose aucun problème. Et je ne parle pas les créoles, bayo toutes, y compris les Français, les Martiniquais et les autres, bayo toutes. Et ils aiment ça parce qu'ils se sentent valorisés. Parce qu'ils arrivent dans un pays qui a sa culture, son histoire, et ils sont très fiers de pouvoir s'enrichir de nouvelles cultures, de nouvelles manières de parler, de s'exprimer. Et je veux te dire que c'est très... Enfin, je me permets de te tutoyer, alors. Je peux vous dire que c'est très intéressant. D'accord. Vous avez des classes de combien d'élèves? Alors, les classes en moyenne tournent autour de 30 élèves. 30 élèves. Je ne sais pas, je ne connais pas votre classe, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a 30 Français dedans. Ah, tout c'est une question de conception idéologique. Moi, je me considère comme un Martiniquais, donc j'ai devant moi une classe de Martiniquais divers et puis de personnes qui ont l'honneur de connaître mon beau pays, tout simplement. Imaginons que je sois né à Casse-Pilote, de parents piloteurs, je suis un Martiniquais. Est-ce que je suis français? Moi, de mon point de vue idéologique, je considère que vous êtes Martiniquais. Point. D'accord. De votre point de vue idéologique. Oui, monsieur. D'accord. Larouché. Vous avez quel âge? Eh bien, joué 66 ans le 26 décembre 2025. D'accord. Vous êtes né dans quelle commune? Eh bien, je suis né la ville Chelche, Cazenavire, à Fond-Laillé. Alors, bien sûr, à la maternité de Redoute, comme beaucoup d'entre nous. Mais disons, mes premières années se sont déroulées donc d'abord à Fond-Laillé, puis à l'Enclos. Donc je suis un nègre Fond-Laillé
Thérèse Malouda, une dame qui a quand même beaucoup souffert, si bien qu'à partir de 6 ans, j'ai été placé en famille d'accueil au Terre Saint-Ville, à Fort-de-France. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une extraordinaire famille qui m'a inculqué des valeurs fondamentales comme la responsabilité, la modestie et l'abnégation au travail. Et cela m'a donné le ballon pour devenir professeur de mathématiques. Et bon, je suis assez satisfait de ce parcours. Comment s'appelle cette famille qui vous a accueilli? Alors, c'est la famille François et la famille Timon. Vous connaissez les Timons qui sont les médecins Timon qui sont sur Sainte-Thérèse, qui ont une très bonne réputation. Ah, ce sont mes cousins adoptifs. D'accord, ce sont vos cousins adoptifs. Évidemment, dans cette famille, vous n'arrêtiez pas de parler créole à votre maman d'adoption, si j'ose dire. Vous lui parliez créole couramment. Ah, je ne me rappelle pas. Comment vous ne vous rappelez pas? Je ne crois pas. Hein. Vous ne croyez pas? Non, hein? je ne crois pas. Non. Et elle vous parlait quoi? Elle parlait créole. Elle vous parlait français aussi de temps en temps? Oui, c'est vrai. Elle avait du mal à accepter que vous parliez créole? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu cette, comment dirais-je, cette punition. Donc j'ai été quand même baigné dans un milieu créolophone au Terre Saint-Ville. Notamment, j'étais assez libre de sortir avec mes amis dans le quartier. Bon, ceci dit, il y avait une pour entrer. Ben là, t'es réglo, hein. Sinon, t'es des rois. Et par conséquent, non, j'ai pas vécu cette censure par rapport à la langue de mon pays, le créole. Vous avez fait vos études où? Eh bien, j'ai fait mes études en Guadeloupe, puisque c'est en Guadeloupe qu'il y a la fac de mathématiques à l'époque. Bon, maintenant, elle existe en Martinique, donc j'ai fait quasiment mes études en Guadeloupe, et puis j'ai fait une année d'études en France. Et après, une année d'études? D'études de mathématiques. Oui, en France. En France, et après, je me suis tourné vers le concours d'enseignant de mathématiques. En France, c'était où? Quelle ville? Eh bien, j'ai fait la ville de Bordeaux. À Bordeaux. Et j'ai eu l'honneur de travailler avec l'AGEM, l'Association Générale des Étudiants Martiniquais. D'accord. Et puis, vous êtes revenu ici. Vous avez combien d'enfants? Eh bien, j'ai 3 enfants. Donc, 2 qui sont en France, 37 ans, 32 ans, et une dernière petite ici qui a 17 ans, qui va passer son baccalauréat. Donc, vos 2 enfants majeurs, enfin, les plus aînés, les aînés, voilà, sont en France. Ils font leur vie en France? Absolument. Mais oui, Comment vous pouvez me dire ça en souriant? Parce que c'est leur cursus de vie, hein. Et donc... ça va vous désoler, normalement. Oui, ça me désole un peu, mais en même temps, je ne peux pas, comment dirais-je, les enfants... Enfin, vous faites des enfants, mais c'est eux qui, le lendemain... Vous leur donnez en l'arrêt, vous leur donnez une éducation, mais c'est eux qui font leur vie demain. Et j'aurais bien aimé que ma fille qui est ingénieure puisse porter ses compétences pour mon pays, la Martinique. Mais vous connaissez la situation coloniale dans laquelle nous sommes, qui fait qu'effectivement, beaucoup de nos jeunes ne reviennent pas pour effectivement porter un projet scientifique pour le pays, par exemple. Et là, effectivement, ça me pose problème. Mais en même temps, vous ne pouvez pas empêcher à un jeune, à votre enfant, de faire sa vie comme il l'entend. Il l'entend, pardon. D'accord. Je suis désolé, j'ai une lacune là. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment précis nous avons été colonisés? Alors, la colonisation a commencé en 1635 avec l'arrivée de Denambuc. Et puis après, les différents colons qui se sont installés, qui ont exterminé les Caraïbes, les Arawaks, qui ont fait venir un petit peu les populations du continent mer africain. Et puis voilà, hein, et puis qui ont occupé l'île au fur et à mesure. C'est quoi pour vous une colonie? La colonisation, on colonise un pays à un moment, comment ça se passe? Non, vous savez que à partir du milieu du XVe siècle, certains pays européens ont été chercher de la richesse en Afrique, en Amérique, et cette recherche de richesse est caractérisée par la colonisation, c'est-à-dire
venir dans un pays et puis prendre le contrôle du pays, exterminer ceux qui y habitent et imposer sa civilisation, ses lois, etc. Donc nous sommes issus de cette histoire très dramatique, très dure de la colonisation française. Juste une seconde. Denambuc n'a rien colonisé du tout. Denambuc, il a conquis la Martinique, il a exterminé les habitants de la Martinique, il n'y a pas eu de colonisation. Il a conquis, c'est une conquête. Si vous voulez, c'est une conquête, mais on peut considérer que coloniser, ça fait partie d'une forme de conquête aussi. Donc, c'était l'époque, c'était à 1635, le monde était comme ça, je veux dire, on s'attaque. Oui, mais ça correspond à une réalité que je décris ici, tout simplement. Ça ne me pose aucun problème. C'était la réalité. C'est le mot qui me gêne. Je veux dire que. Le mot qui vous gêne? Oui, Denambuc n'a pas. Denambuc, il a conquis la Martinique, il l'a conquise, et puis il a tué les gens qui étaient dessus. Oui. Il n'a pas. Ok. Ensuite, il a fait venir d'Afrique des esclaves. Oui, des esclaves, oui. Qui étaient déjà esclavagisés en Afrique. Non, pas du tout. Ça, c'est une histoire à dormir debout. Juste une petite seconde. Alors, excusez-moi, je ne vais pas... Franchement, hein, on ne va pas épiloguer dessus, mais ça, c'est une histoire à dormir debout. C'est-à-dire, on fait en sorte que le colonisé soit finalement... comment dirais-je? On fait en sorte que la victime, c'est elle qui est responsable. Donc, ça fait partie d'une... comment dirais-je? D'une volonté de... comment dirais-je? De falsifier l'histoire. Donc moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là. Il y a eu les colons, c'était des Français, des Anglais, des Européens, mais les Africains n'étaient pas colonisateurs, comme on semble le faire croire, pour adoucir le niveau de criminalité de certains peuples européens. Alors, la clé à main. Lorsque le nègre met le pied sur le bateau négrier, il est quoi? C'est-à-dire qu'il a été capturé, kidnappé, il est victime de sa gentillesse. Parce qu'en fait, à l'époque, d'ailleurs c'est de nature africaine, on est assez convivial, on est assez gentil, pas agressif. Donc voilà, donc les autres en ont profité, c'est tout. Hein. Est-ce que... Vous me répondez, il est quoi? Il est libre, il n'est pas libre, il est esclave, il est quoi? Vous parlez de quoi? Le nègre qui monte sur le bateau négrier... Ah, mais il n'est plus libre. Il n'est plus libre. C'est le début d'esclavage. C'est l'esclavage. Oui, c'est absolument. l'esclave. Oui, il est début, oui, l'esclave. Okay. Est-ce que ce nègre-là, il a forcément été réduit en esclavage par des Blancs qui sont venus? Oui. Ou bien par d'autres nègres qui parfois le réduisent en esclavage? Non, je ne crois pas à cette fable. Alors bien sûr, il y a eu peut-être certains qui l'ont fait, mais l'esclavage dont nous parlons, hein, c'est le fait des colons européens en grande majorité. Et là, je ne rentre pas dans ce débat pour minimiser leurs fautes, etc. Donc pour moi, c'est très très clair. Mais on pourrait passer à la politique, puisque je ne voulais pas non plus qu'on passe tout le temps je vous dessus. regarde, vous avez raison, on ne va pas perdre notre temps dessus. Non, on ne perd pas notre temps, c'est très, très, très intéressant, non, très vous avez enrichissant. raison, on perd notre temps dessus. Mais quand vous vous regardez dans un miroir de temps en temps, ça vous arrive, j'imagine. Pas tellement, en fait. Sérieux. Ah bon? Non, pas vraiment. Au moins, on va raser. On va pas raser, justement. On va pas raser. Non, on va quoi faire. Ah, d'accord. Je n'aime pas ça. Quelle impression ça vous fait de vous tromper depuis si longtemps idéologiquement? De temps en temps, quel effet ça vous fait? Vous savez, moi je parle du fait que personne n'a la science infuse. Hein. Donc peut-être que je peux me tromper, peut-être que X lambda peut se tromper. Mais vous savez, il faut être clair et debout dans ses convictions. C'est tout. Alors vous dites que ça c'est votre point de vue. Mais je ne sais pas si c'est le point de vue de tous les Martiniquais ou bien de tous ceux qui me fréquentent. Donc, moi je suis clair dans mes convictions et debout derrière ce que je dis. Et je dis ce que je pense. Est-ce qu'il vous vient à l'idée que peut-être vous vous trompez? Mais bien entendu, mais c'est évident. Je viens de vous dire, personne n'a la science infuse. Donc on peut se tromper. Et se tromper fait partie aussi de son évolution, puisque
l'erreur, c'est la mère du succès. Hein. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème dessus. D'accord. Donc, votre génération et la mienne avant vous, nous avions à découvrir notre mission à travers une relative opacité, pour reprendre la phrase de Fanon. Non. Et si nous nous étions trompés? Si en réalité notre combat n'est pas de nous accrocher à l'indépendance, être idéologiquement indépendant, mais au contraire de partir à la conquête de la France. Alors, vous savez, dès qu'un groupe d'humains, une structure, parti politique ou autre, mène un travail pour ce que j'appelle une forme d'émancipation, je considère qu'elle contribue à l'évolution naturelle du peuple, de la population. Elle peut se tromper, mais je considère qu'elle a assumé sa mission avec ses forces et ses faiblesses. Et cela se poursuit aujourd'hui. Donc, et demain, moi, je fais confiance à la jeunesse qui arrive pour poursuivre le travail. C'est la dialectique. Et voilà. Et parfois, on est très pressé de vouloir avoir des résultats. Parce que, comment dirais-je, on raisonne souvent à l'histoire à l'échelle de l'être humain. Alors qu'il faut plus raisonner à l'histoire comment dirais-je, à long terme, quelque part, si vous voulez. Donc moi, si on s'est trompé, bon, on s'est trompé, hein, et puis la vie continue et on continue à se battre. Parce que se battre pour la liberté, ça existera tout au long de l'histoire de l'humanité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Quand même. On peut passer à la politique, là? Vous êtes en charge. On parle pas politique, là? Non, c'est-à-dire que vous savez que je suis dites ce que vous avez candidat aux élections municipales. Ah, vous êtes candidat? Mais bien sûr. Ah, c'est pas vrai. Comment on va savent ça? Si. Ah bon, d'accord. Non, vous ne pouvez pas me dire de parler municipal alors que vous êtes indépendantiste. C'est presque un gros mot aujourd'hui, être indépendantiste. Non, c'est pas vrai. Non, vous savez, tous ceux qui se battent pour la liberté. Vous savez, Aliké avait dit les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, ce sont les Martiniquais eux-mêmes. Et c'est le eux-mêmes qui est important. Et tous ceux qui se battent pour qu'on ait plus de responsabilités, qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Vous qui êtes chef d'entreprise, vous prenez en charge. Eh bien, c'est un combat noble. Il faut applaudir cela. Et la volonté de tous ceux qui se battent pour plus de souveraineté, c'est une excellente chose pour notre pays, la Martinique. Est-ce qu'il y a une différence entre un maire indépendantiste et un maire qui ne le serait pas, qui serait assimilationniste? Oui. Parce qu'un maire assimilationniste ramollit le cerveau de ses concitoyens. Parce que il fait l'individu sortir, comment dirais-je, de sa matrice culturelle. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et je crois effectivement qu'un maire qui se bat pour la souveraineté, la responsabilité, mettre les personnes devant leurs responsabilités, faire, comment dirais-je, développer l'esprit d'initiative pour son territoire, c'est une excellente chose. Et moi, je suis pleinement dans cette dimension-là. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines élections municipales qui arrivent, la Martinique est dans une telle situation, à la fois économique, mais surtout sociale. Vous savez que la situation sociale est très tendue, avec le trafic de drogue, trafic d'armes, qui casse le moral des Martiniquais et qui entraîne un véritable sentiment d'insécurité générale. Il faut des personnes debout, des personnes dignes, des personnes qui mettent le Martiniquais au centre de ses préoccupations pour pouvoir commencer à juguler cette situation très difficile. Et donc, je m'inscris, je pense qu'il faut une vraie révolution municipale en 2026 pour sortir tous les maires qui s'inscrivent dans une forme d'assimilationnisme forcené et qui sont à la recherche de la Légion d'honneur française. Il faut que nous retrouvons notre socle martiniquais basé sur l'entraide, la solidarité,
le coup de main et la REL Belay, parce que c'est notre matrice culturelle. Et ça, c'est important, c'est très important pour l'équilibre d'un territoire, d'un pays, de s'ancrer à la fois dans sa géographie, mais dans sa matrice culturelle. Et c'est pour cela que j'appelle effectivement à ce changement radical au municipal. On ne veut plus de maires tchololo qui se mettent au service de l'assimilationnisme qui est l'une des plus grandes tares martiniquaises aujourd'hui. D'accord. D'accord. Je suis embêté parce que notre matrice culturelle, c'est l'esclavage. Donc je suis embêté. Écoutez, et le Belay est une danse des esclaves. Ça fait partie de notre histoire. Et nous avons été fiers. Notre matrice culturelle, c'est quoi alors? Comment? Notre matrice culturelle, je vous dis, c'est l'esclavage. Alors dites-moi ce que c'est. Non, c'est-à-dire que quand je dis la REL Belay, il faut le voir du point de vue philosophique. C'est pas seulement la danse Belay. C'est-à-dire c'est tout ce qui concerne. Je l'ai intitulé la REL Belay. Il ne faut pas voir le mot seulement. Donc c'est toute une philosophie qui contient pour moi à la fois l'éducation, le sport, la culture, la manière de se comporter, nos us, nos coutumes, etc., notre histoire. Ça, c'est fondamental. Mais notre histoire est française. Non, notre histoire est martiniquaise. Sinon, c'est l'esclavage. Bon, attendez, on ne va pas rentrer. Je vais m'entrer dans ce débat. Mais non, mais c'est important, je veux dire, vous dites des choses, c'est important de les clarifier. Vous m'entendez dans ce débat? Non, je ne vais pas entrer dans ça. Donc nous continuons sur la REL municipale. Alors dites-moi ce que vous voulez faire à Chelcher. Ok. Mais vous fuyez le débat. Hein. Si tu veux, oui, il n'y a pas de souci. Je fuis votre débat. Mais non, mais vous voyez, vous êtes en train de stigmatiser tous les maires qui ne sont pas indépendantistes. Non, j'ai pas stigmatisé. Et quand on vous parle de l'indépendance, j'ai pas stigmatisé. Non, comment vous n'avez pas stigmatisé? Vous n'êtes pas entendu. J'ai fait une analyse. Pour la Légion d'honneur. J'ai fait une analyse politique. J'ai pas stigmatisé. Ils ont le droit d'être comme ça. Ah, on ne dirait pas. Ah non, ils ont le droit. Votre façon de les décrire, on ne dirait pas. Non, ils ont le droit, je ne stigmatise pas. Je fais une analyse politique, tout simplement. Et il faut que les choses soient claires. Il doit faire ça, il doit être français, il est américain, il est russe, ça c'est problème. Donc, mais ceci dit, je pense que pour sortir de cette situation difficile, il faut un changement fondamental dans la conception même du municipalisme. Vous comprenez? Donc, je reviens à la question, pourquoi je viens à la ville Chelcher, Cazenavir? Je viens aux élections, la ville Chelcher, Cazenavir, parce qu'après 18 ans d'une équipe qui paraît un pile ballon, il y a une volonté de réel changement dans cette ville. Et il faut comment dirais-je, un projet nouveau, une philosophie nouvelle que je vais tenter de développer si vous me le permettez. Et donc voilà, donc ça correspond à cette volonté de changement radical voulu par une bonne partie de la population, la ville Chelcher, Cazenavir. Donnez-moi un exemple de ce changement radical voulu par les Chelcherois. Bon, alors, par exemple, il faut savoir que la ville Chelcher, Cazenavir, vous avez ce qu'on appelle des quartiers populaires et historiques, comme Font-Lahier, Font-Bernier, la Démarche. Et je trouve que l'équipe en place n'avait pas de direction politique. Bon, il y a des raisons pour cela, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je pense qu'ils ont manqué de discernement, parce qu'effectivement, discernement politique, parce que ces quartiers ont été laissés à l'abandon. Il y a aussi d'autres dossiers sur lesquels j'ai trouvé qu'ils ont manqué de discernement politique. Je pense à l'hôtel Batelière, par exemple, qui a été placé en liquidation judiciaire, alors que, par exemple, la mairie aurait pu prendre ce que j'appelle une délibération pour créer ce que j'appelle un périmètre un périmètre de protection de l'activité commerciale et artisanale de proximité, permettant d'utiliser ce que j'appelle un droit
de préemption commerciale. Et ils ne l'ont pas fait en amont. Et s'ils avaient fait ça, peut-être qu'on aurait pu éviter la fermeture de l'hôtel La Batelière. D'autre part, je pense qu'il y a aussi un manque de discernement politique sur le dossier du centre commercial La Batelière, qui a été acheté par le groupe Parfait. Et bon, à cause des problèmes de concurrence par rapport à Leclerc, qui n'a pas pu ouvrir, comment dirais-je, l'hypermarché. Et ce centre commercial est resté fermé pendant 5 ans parce que Parfait a voulu vendre. Bon, il y a eu, cela a été infructueux. Mais finalement, il a fini par vendre au groupe Sainte-Claire, dirigé par Eric Kyo, qui a un certain nombre d'Ecomax en Martinique. Mais c'est un groupe guyanais. Et comme dans beaucoup de situations de ce type, il s'est monté un collectif, le collectif Batelière, qui s'est battu et qui se bat pour effectivement accélérer la venue du nouveau centre commercial. Parce qu'effectivement, vous avez une population de grandes personnes qui est là, qui est obligée d'aller faire ses courses à Leclerc, dans le soleil, etc., etc. Alors que vous avez une clientèle captive qui peut effectivement aller, comment dirais-je, faire ses courses, ses emplettes, tout près dans le centre commercial. Donc, le centre commercial dont vous parlez, c'est bien celui qui se trouve en face du rond-point. Pas tout à fait en face du rond-point. Qui est à proximité. Oui, à proximité, tout à fait. C'est pas tellement loin. Non, c'est pas tellement loin. D'ailleurs, c'est pour cela qu'effectivement, Parfait n'a pas pu ouvrir un hypermarché, parce que comme il avait le Leclerc, il y a une histoire de distance par rapport aux questions de non, mais c'est quand vous dites les gens, que vous allez, si j'ai bien compris, vous voulez redonner vie à ce centre commercial pour que les Chérois n'aient pas trop à se déplacer. Voilà. Je vous fais remarquer qu'ils ne se déplacent pas tellement par rapport au centre commercial. Oui, mais attendez, je vous ai expliqué que c'est en majorité des grandes personnes. Hein. Et en plus, sur cette ligne-là, parfois, il y a le transport qui peut être défectueux. Et très souvent, ils le prennent à pied. Hein. Des grands mondes. Hein. Donc, c'est pour cela que retrouver rapidement un centre commercial sur le site me semble très important par rapport au type de population que vous avez en place. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire du porte-à-porte. Les grandes personnes réclament ça depuis des années. Et j'ai trouvé que la ville n'a pas été assez proactive dans ce dossier. Le collectif, moi, avec le député Martin Nadeau, nous avons travaillé avec le collectif. Nous avons fait des réunions publiques pour informer la population de l'évolution du dossier. Et je tiens à dire que nous avons été reçus par M. Parfait, qui est un homme très respectable, qui nous a bien expliqué, qui nous a donné les tenants et les aboutissants du dossier, qui nous a permis de mieux comprendre. En tous les cas, le collectif dirigé par des femmes Diop travaille pour que, effectivement, ce centre commercial ouvre le plus rapidement possible. C'est prévu premier trimestre 2026, si tout va bien. Autre chose que je voulais dire, vous savez que sur l'axe Terreville-Enclos, il y a un embouteillage sans moment, surtout aux heures de pointe, parce qu'en fait, vous avez l'axe RN2 qui passe, et puis vous avez une population sur le versant Enclos, mais aussi dans les hauteurs vers Terreville, où il y a beaucoup d'habitations. Et comme tout le monde a sa voiture, d'ailleurs, il faudra, dans les questions de mobilité, commencer à lutter contre la dictature de l'utilisation de la voiture. Donc, ce qui fait que vous avez de gros bouchons. Et il y avait un projet innovant qui était proposé en 2020, mais je vais vous revenir dessus tout à l'heure quand je vais parler de projet, qui pouvait effectivement désenclaver cette zone de Terreville. Et puis, je voulais aussi ajouter que beaucoup de personnel politique, beaucoup de Martiniquais, beaucoup d'êtres humains
pense que la question agricole, c'est quelque chose de fondamental, puisque l'agriculture est matrice de nourriture. Et quand on regarde bien, en 2010, vous aviez 49 agriculteurs. En 2021, c'est descendu à 30. Et en 2025, à l'heure actuelle, on a moins de 10. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une véritable politique agricole. Alors que, attention, la ville Chelcher, c'est 31% d'urbanisation et 69% de nature. C'est-à-dire dans les hauteurs, comme on dit, comme on monter en piton. Donc je pense qu'on aurait dû appeler ça les pitons de Cazenavire, parce que ça fait partie du territoire de la ville Chelcher. Cazenavire. Donc là, je pense qu'il y a eu un manque de discernement sur ce dossier. Et puis, voilà, hein, bon, on pourrait dire d'autres choses, mais je ne suis pas là pour critiquer. Non, vous êtes là pour ça. Hein. Non, mais je ne suis pas là pour critiquer. Et je voulais passer, si vous voulez bien, à des propositions, si on a le temps. Non, on a le temps. Le projet dont vous parlez, c'était un viaduc, là, pour... Non, le viaduc, c'est terrestre. C'est-à-dire, effectivement, ils avaient prévu, c'est la 7e de Marie-Jeanne, hein, ils avaient prévu, effectivement, un viaduc sur Fonlaillé pour, effectivement, essayer de résoudre la congestion, l'afflux de voitures qui sort du nord Caraïbe et qui passe par la petite ruelle de Fonlaillé. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée, parce que il n'y a ces routes Martinique. Il faut arrêter de faire des routes. Ça suffit. C'est pas écologique, ça coûte cher et c'est polluant. C'est clair pour moi, il faut penser à autre chose. Voilà. C'est quoi l'autre chose? C'est des avions? C'est quoi? Ok, alors je vais vous expliquer. Dans le projet que nous comptons mettre en avant, il y a 2 phases. C'est-à-dire qu'il faut un projet structurant pour la ville et en même temps des projets de proximité. Parce que je pense que les nouveaux maires doivent s'inquiéter d'abord des plus modestes. Alors, c'est une idée d'un habitant, de citoyen de Théophile, qui disait qu'il fallait faire passer un téléphérique sur Théophile pour désenclaver. Mais en fait, ce n'était pas une idée originale, dans la mesure où la CTM de Marie-Jeanne, en 2020, avait fait une étude de faisabilité qui disait que poursuivre le TCSP par voie terrestre de Fort-de-France à Chelcher, ce projet-là existe, était scientifiquement impossible. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'emprises terrestres, et ça coûte cher, ça prend du temps, et c'est très polluant. Et ils avaient proposé justement dans cette étude de faisabilité de mettre en place un téléphérique, transport aérien par câble, qui sort de Théophile, qui passe par l'université, c'est une très bonne chose pour nos étudiants, ensuite par Madiana, qui est un centre névralgique, et qui arrive à Cluny, Fort-de-France. Ils estimaient que c'était plus rentable en termes d'investissement et d'exploitation, moins cher, que la réalisation de ce type d'infrastructure, c'est entre 2 et 5 ans, donc elle peut être réalisée au cours d'une mandature, et puis ça donne un cachet nouveau un petit peu à la ville, et ce projet, je le qualifie de structurant, parce que dans les stations, vous pouvez, comment dirais-je, développer du petit commerce, la restauration, créer quelques emplois. Et pour moi, ça rentre dans une philosophie globale qui doit être valable pour l'ensemble du territoire martiniquais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de mobilité. Nous devons passer à la mobilité douce. Alors, pour bien comprendre,
nous vivons en dimension 4, c'est-à-dire dans l'espace et le temps. Par conséquent, le transport qu'il ne faut pas voir comme quelque chose de technique, mais comme une problématique sociale, mais aussi une problématique de santé publique, eh bien, le transport doit être vu aussi en dimension 4, c'est-à-dire à la fois terrestre, maritime et aérien. Et je dis aérien parce que la topographie de Chelcher permet cela, puisque vous sortez des hauteurs et vous pouvez donc effectivement descendre vers Fort-de-France en passant par les étapes que j'ai décrites. Et en plus, quand vous êtes dans les airs, vous n'êtes pas gêné par les voitures qui utilisent effectivement les routes, comme le TCSP vers le Lamentin. Donc il faut qu'on aille vers cette mobilité douce. Et je peux vous dire que la Réunion a déjà pris de l'avance sur nous, puisque sous Saint-Denis, il y a un téléphérique. Et les premières évaluations ont montré qu'il y a eu une forme de décélération de l'utilisation de la voiture autour de Saint-Denis. Et même au niveau des établissements scolaires, les principaux vous disent que les jeunes qui utilisent le téléphérique, ça va plus vite, ils ont moins d'attente, etc. Donc c'est tout bénéfice. Hein. Donc je pense qu'on a intérêt en Martinique pour lutter contre la dictature de l'utilisation de la voiture, à commencer à penser en transport par câble. Et il faut savoir que le Cobati, qui est une structure de bâtisseurs martiniquais, présidée par Serge Capgras, dans lequel vous avez des architectes, des personnes qui ont des bureaux d'études, des entrepreneurs. Le Cobati a fait un séminaire les 5 et 6 novembre à Madiana sur justement cette problématique de transport aérien par câble. C'est-à-dire qu'ils ont mis ce débat-là au cœur du débat martiniquais. Et je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. Sinon, nous avons fini par tout faire. Puisque vous voyez, il y a plein de voitures. En même temps, il y a beaucoup de gens de conditions modestes qui utilisent le transport en commun, qui parfois est défaillant. Et donc, il faut qu'on sorte de cet engrenage. Et en plus, il faut savoir que, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'utilisation de la voiture cause, avec la pollution, gaz à effet de serre, particules fines, ça cause 6,5 millions de morts par an. Et donc, nous, en Martinique, on a intérêt à prendre une autre dimension dans cette mobilité que j'appelle de mes voeux mobilité douce. Et je continue aussi sur cette mobilité douce. Vous savez que sur le front de mer, Anse-Madame, vous avez des problèmes de ménagement. Par exemple, le restaurant Le Numa, il cause vraiment des nuisances à la paisible population de Anse-Madame. D'ailleurs, là aussi, il y a un collectif qui s'est mis en place et j'aide ce collectif à essayer de trouver une solution à la fois de médiation mais de lutte pour effectivement retrouver la quiétude qu'ils avaient. Parce qu'effectivement, il y a une volonté d'avoir une forme d'attractivité sur le littoral, mais cela dérange de l'autre côté les paisibles citoyens de l'Anse-Madame et du bourg. Et c'est pour cela que je pense que le nouveau maire doit être en médiation, trouver le juste milieu entre la volonté de créer de l'attractivité, mais aussi celle de pouvoir permettre aux résidents, aux habitants qui habitent, d'être dans une forme de quiétude quand ils rentrent chez eux. Donc, j'insiste dessus parce que pour moi, ça me paraît fondamental. Et comme je vous disais, c'est le projet phare que je souhaite mener. Alors évidemment, ce n'est pas avec la seule collectivité municipale. C'est un projet qui doit être fait évidemment en collaboration avec l'ACASEM et aussi la CTM. Mais je dis, en Martinique, il faut qu'on
change le curseur de la mobilité. Et puis, par exemple, je vais proposer, comment dirais-je, je vais proposer, en accord avec la population, que la zone de Lance-Madame soit piétonne. Parce qu'il y a une couple auto qui a roulé là, matin, midi et soir, etc. Peut-être le beau, il faudrait voir. On va discuter avec la population. Lance-Madame, c'est où? Mais Lance-Madame, c'est à droite du enfin, ça dépend. Quand vous entrez, c'est à droite du bourg. Vous voyez? Plus côté... Non, je vois. Côté, c'est pour le spectateur. oui, côté nord. Nord de la ville, mais côté littoral, bien sûr. D'accord. Alors, donc ça, c'est la philosophie générale, c'est-à-dire avoir un projet, comment dirais-je, phare, qui donne une forme d'utopie refondatrice. Mais en même temps, il faut, à mon avis, développer des structures de proximité. Parce que je voulais dire quelque chose, quand même. Tous les Martiniquais, nous tous, nous sommes touchés par la problématique de la vie chère. D'accord? Et je profite de l'antenne pour féliciter les jeunes comme Aude Goussard, Gladys Rogers et Rodrigue Petitot, qui ont installé définitivement dans le débat martiniquais la question de la vie chère. Et je vous dis, monsieur Laouché, aucun maire à venir, y compris ceux qui vont être réélus, ne seront plus insensibles à cette problématique. D'autant plus que nous savons que la seule collectivité qui a ce qu'on appelle la clause de compétence générale, c'est la commune. Alors bien sûr, les communes n'ont pas suffisamment d'assises financières pour les grands projets, mais ils peuvent toucher à tout. Vie chère, sécurité, etc., etc. Bien entendu, tout ce qui est classique comme entretien des routes communales, les écoles, etc., les crèches, et voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc je pense que les nouveaux maires devront tenir compte de ça. C'est pour cela que nous allons proposer des projets de proximité. Par exemple, je pense que sur la zone populaire, Font-Bernier, Font-Laillé, la démarche où on a vraiment des problèmes chroniques de transport, parce que souvent les bus sont en panne, etc., etc. Il faudra que la ville puisse mettre en place ce que j'appelle Tinavet Chelche. Tinavet Chelche, c'est-à-dire, je propose 4 minibus électriques qui permettra donc de desservir surtout les grandes personnes sur la zone de Chelche. Et j'ai même déjà budgétisé ça, hein, mais bon, si j'ai le temps, je vais entrer dans les détails. Donc, Tinavet Chelche. Et alors évidemment, il faudra s'entendre avec Martinique Transport, qui a la compétence transport, pour, je pense qu'il y ait une forme de retour en régie, disons, de ces problématiques de proximité. Je pense que c'est au niveau de la mairie, plus proche donc, de ces réalités, qu'on pourrait trouver des solutions de proximité. Autre chose, structure de proximité. Alors évidemment, j'ai dit gratuit, donc c'est une manière aussi de lutter contre la vie chère. Structure de proximité. Nous comptons mettre en place ce que j'appelle petit marché mobile. Vous avez vu qu'en Martinique, les marchés commencent à revenir dans les localités un peu partout, dans les quartiers, ce qui est une bonne chose, autour de nos produits frais et naturels. Donc il faut que la ville soit un petit peu promoteur de ce petit marché mobile qui devra passer dans les différents quartiers régulièrement et proposer des produits frais au coût producteur pour effectivement faire baisser le coût du panier des personnes les plus modestes. Donc, ce qui va demander effectivement un petit investissement de la ville. Donc, petit marché mobile. Je pense aussi comme structure de proximité, comme proposition pour lutter encore contre la vie chère, nous allons proposer, il faut faire en sorte que l'énergie solaire soit beaucoup plus démocratisée au niveau des populations.
Et en ce sens, nous allons proposer une prime petit soleil de 250 € le kilowatt pour inciter les personnes modestes à s'équiper en énergie solaire, parce que le soleil là, nous n'y tous les jours. Il faut que nous qu'avons EDF pour regarder si effectivement facture là qu'a baissé. Donc, quelques projets donc, de proximité. Bon, il y en a d'autres. Hein. Comme je pense qu'il faut sur la démarche, une zone artisanale. Parce que avec différents ateliers autour des métiers, qui peut être du bois, qui peut être des métiers du solaire, etc. Et puis, bon voilà, donc c'est quelques exemples. Hein. Bon, nous ayons des bons moments. Voilà, donc j'écoute vos questions. Et puis aussi, je pense que, comme je disais tout à l'heure là, Shellshare, c'est 69% de nature. Donc il faudra mettre en place, à mon avis, au niveau de la municipalité, il faudrait mettre un parc naturel municipal pour proposer effectivement de valoriser cette nature luxuriante. Et puis, il faut nous mettre en politique en place pour faire en sorte que l'agriculture démarrer la vie de Shellshare et puis développer la pêche et la sylviculture. Bon, j'ai parlé trop là. La sylviculture, c'est quoi? C'est-à-dire c'est la culture par rapport à la forêt, au bois, à la transformation. Vous êtes trompé de parti. Parce que ce qui caractérise les pays PIA, c'est d'être un parti indépendantiste. Et là, vous voulez le faire une profession de foi écologiste. Complètement écologiste. Hein? Oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que PIA a sa dimension écologiste. Ah, aussi. Et effectivement, mais oui, mais vous savez bien que le coprésident Marcelin Nadeau, c'est un des éminents hommes politiques qui défend la politique écologiste, puisqu'il a bien sûr été formé par Malsa, qui est un des plus grands brillants politiques martiniquais. D'ailleurs, quand j'étais au Conseil général, j'ai fréquenté ces personnalités qui m'ont beaucoup appris. M. Malsa, bien sûr, sous la direction éclairée de M. Claude Lys. Donc, vraiment, ça a été vraiment pour moi une vraie école de formation. Et quand vous fréquentez les élus, bon, vous changez un petit peu d'avis, parce que je pense que globalement, les élus essaient quand même de travailler pour leur pays. Ils essaient de faire des choses. Hein, donc, et il faut absolument combattre, si vous voulez, le bashing anti-élu qui est fait. Et puis, il faut bien expliquer à la population qu'un élu ne peut pas tout faire. Par contre, il peut donner une direction politique, il peut donner une orientation, il peut donner un projet global, un projet structurant. Mais il faut faire appel, effectivement, à mon avis, à plus de responsabilité, plus d'implication des citoyens. Alors, beaucoup tentent, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Parce que comme nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de paupérisation, souvent les citoyens ont des problèmes de type primaire. Bon, j'aime pas le mot primaire, à résoudre, comme le loyer, s'occuper des enfants, etc. Et peut-être qu'ils n'ont pas le temps, effectivement, de s'impliquer dans la vie publique. Alors que je pense que faire de la politique, il n'y a pas plus noble que cela. Gérer les affaires de la cité, c'est fondamental. Et donc, on a besoin d'hommes politiques proches de la population, et d'hommes politiques qui soient en phase avec les revendications de la population. Donc, il faut sortir, à mon avis, de la gestion municipale, des copains ou des mêmes familles qui profitent, etc. Il faut sortir de tout ça pour aller donc vers une gestion beaucoup plus municipaliste autour de ce que j'appelle les communs, comme la gestion de l'eau, comme les déchets, comme tout ce qui concerne la restauration scolaire,
Et il faut avoir des marqueurs. Je pense que les nouveaux maires, bon, il y en a qui le font déjà. Hein. Cantine et matériel scolaire gratuit. Les nouveaux maires, vous devez avoir comme marqueur de faire en sorte que l'être humain soit en harmonie avec la nature. Le côté écologique, d'où changer de mobilité en Martinique. Vous comprenez, monsieur Laouché? Ah oui, je vous écoute, je comprends tout à fait. Donc, vous accentuez le fait que vous accentuez l'assistanat dont nous vivons pour aller encore plus loin avec les cantines et le produit scolaire gratuit. Donc, vous faites de nous de plus grands assistants encore. C'est bien ça. Non, mais il faut comprendre ce que ça veut dire en commun. Le commun. Ben, le commun, enfin, pour moi personnellement, l'eau devait être gratuite. C'est du commun. Oui. Sauf peut-être une partie qui est liée à la gestion, disons, la gestion administrative. Et pour moi, les communs, ça devrait être gratuit. Transport, eau, électricité, solaire. Qu'est-ce qui paye tout ça? Qu'est-ce qui paye tout ça? Le travail des Martiniquais. Ah, le travail des Martiniquais. Oui, absolument. C'est-à-dire la valeur ajoutée, si vous préférez. Ceux qui paient tout ça. Est-ce que les transferts sociaux Oui. ou les transferts tout court de la France en Martinique sont importants? Ah oui, oui, c'est important, mais vous savez que... Si vous êtes indépendant, vous n'aurez plus ça. Comment vous allez faire? Mais non, mais vous savez que... il n'y a aucun pays qui vit en autarcie. Ça n'a jamais existé dans le monde, le pays qui vit en autarcie. Et par conséquent, tout pays, tout gouvernement entretient des liens économiques, commerciaux avec les autres pays. Même les pays indépendants, vous savez, ils ont des relations avec l'Union européenne, hein, qui donne aussi des subventions dans ce sens. Hein, donc, il n'y a pas de honte à cela. Pas ni pièce problème, on ça. Entre le moment où vous avez choisi d'être indépendantiste, c'est-à-dire il y a combien d'années? 40 ans? Ah ouais, depuis l'âge de 20 ans. Vous avez observé le monde? Oui. Il a changé, il y a des choses qui ont changé? Ah oui, le monde a changé. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans un véritable bouleversement géopolitique. D'accord. Et vous ne changez pas? Comment je ne change pas? Vous êtes pour l'indépendance depuis 60 ans, un peu moins quand même, et vous ne changez pas. Alors que le monde autour de vous a explosé, il a complètement changé. Vous savez quelque chose? Tous les êtres humains sont naturellement pour la liberté. Oui. Et par conséquent, quand vous faites le tour du monde, tous les pays se gèrent. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans 10, 15, 20 ans, la France va passer au 60e rang mondial économique. Hein. Au combien? Au 60e. Le Vietnam va passer devant. Et par conséquent, les intellectuels martiniquais ont déjà intérêt à penser à long terme pour proposer un plan global pour, comment dirais-je, la poursuite même de l'existence de la Martinique ainsi constituée. D'autant plus que vous savez, comme l'avait prédit le camarade Césaire, nous sommes... il y a le génocide par substitution qui est à nos portes. Et par conséquent, nous devons voir beaucoup plus loin pour l'avenir de ce pays-là. Donc, être pour la liberté, être pour l'autogestion, dire que ce sont les êtres humains d'un pays qui doivent diriger ce pays, comme la France, qui est dirigée par des Français, comme la Chine, qui est dirigée par des Chinois, comme la Russie, qui est dirigée par des Russes, comme la Barbade, qui est dirigée par des Barbadiens, ben, vous regardez le monde, c'est comme ça. Nous sommes dans une situation un petit peu anachronique au niveau mondial, et par conséquent, il faut que nous nous réveillons pour nous prendre en charge, c'est tout. Est-ce qu'il y a des pays de notre zone qui sont devenus indépendants, des pays... Mais évidemment, les premiers pays sont devenus... Enfin, ok, donc il y en a beaucoup. Oui, nous sommes entourés de petites îles indépendantes. Oui, bien sûr. À votre avis, enfin, quand vous observez, c'est plutôt eux qui vivent bien ou nous?
est-ce qu'au niveau de... Je pense qu'ils vivent mieux que nous. Ils vivent mieux que Oui, vous. parce C'est que, pour en fait, ça, attendez, non, c'est pour ça. laisse-moi vous dire. Attendez, juste une petite seconde. Oui, je vous en Et prie. les Martiniquais sont très, très, très perspicaces. Ils se rendent tellement compte que les autres vivent mieux que nous qu'ils passent leur temps à aller chez les autres. Hein. D'accord. Non, c'est une blague. Oui. C'est une blague. Comment? Il y a peu de Martiniquais qui ont envie d'aller vivre à la Dominique ou à Sainte-Lucie pour mieux vivre, alors qu'il y a beaucoup de Sainte-Lucie et de Dominiquais qui ont envie de venir ici pour mieux vivre. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils vivent mieux que nous. J'ai pas dit ça. Mais si vous avez dit ça. Non, attendez, non, vous avez mal compris. Non, vous avez mal compris. J'explique. C'est-à-dire que tout être humain aspire à vivre dans le territoire dans lequel il est né. Et évidemment, l'émigration existe depuis le début de l'histoire de l'humanité, donc c'est normal qu'on passe d'un pays à un autre, etc. Mais je pense qu'en Martinique, nous sommes dans le très mal développement. Et la pollution seulement. La pollution. Vous savez que quasiment tous les Martiniquais sont malades. On souffre de cancer. À la fois les femmes, les hommes. Et dans les pays voisins, on ne souffre pas de cancer. Non. Nous sommes beaucoup plus touchés que d'autres parce que la pollution a fait son effet. Donc, je ne suis pas là pour comparer. Chaque pays, attendez. Chaque pays a son histoire. La seule chose que je sais, c'est que l'évolution naturelle du pays, basée sur la notion de liberté, veut que tout un chacun se détermine se détermine en souveraineté. C'est tout. Voilà, donc arrêtons les illusions de développement. Nous avons deux fléaux qui nous guettent. Oui. Le narcotrafic. Absolument. Et le génocide par substitution. Oui. Lequel est le pire? Les deux sont pires, en fait. Je ne vais pas faire de comparaison. Parce que vous savez que le narcotrafic, effectivement, nous sommes près de ce nombre de pays où cela se développe, notamment aux États-Unis. Et attendez, pourquoi vous dites notamment aux États-Unis, alors que tout le monde sait que ça vient de la Colombie, ça vient de l'Amérique du Sud, ça vient de la Jamaïque, c'est le pays le plus criminogène du monde. Non. Donc pourquoi vous allez directement aux États-Unis? C'est parce que vous sursautez toute la Caraïbe comme ça. Non, j'ai dit notamment. Oui, mais justement. J'ai dit notamment, j'ai le droit de... C'est pas notamment. J'ai choisi. Mais justement. Et j'ai choisi le pays où le trafic de drogue fait le plus de ravages, c'est effectivement aux États-Unis. Donc, je vous dis quelque chose. Il faut que nous, Martiniquais, nous prenions en main notre sécurité, notamment pour lutter contre, justement, ces fameux trafics de drogue et d'armes. Parce que tout le monde sait que l'État français a fait faillite en la matière, parce qu'il manque beaucoup de gardes-côtes sur les côtes, il manque de surveillants dans les zones stratégiques comme l'aéroport, le port. C'est-à-dire qu'il manque des humains pour pouvoir, comment dirais-je, contrôler tout cela. Et je pense qu'avec une politique volontariste, on aurait pu former un certain nombre de jeunes qui sont sous les bâtiments ou bien qui sont dans les kiosques pour faire effectivement de la surveillance. Et vous savez que dans le cadre de l'article 74, la CTM aurait pu mettre une brigade de surveillance des côtes. Quand on avait étudié, quand on travaillait pour la mise en place de la CTM, cette possibilité existait. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Et je pense que si on avait pris cette compétence-là, on aurait pu effectivement développer une meilleure surveillance, parce que je crois plus en l'humain pour ma sécurité qu'en des appareils. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, c'est pour cela que je pense que dans les années à venir, nous devons prendre cette compétence pour pouvoir effectivement commencer à juguler ce phénomène de drogue, d'armes, qui tue la société martiniquaise. Si les Martiniquais ne prennent pas ça en main, c'est foutu, parce qu'il ne faudra pas compter sur les Français, enfin sur les gouvernements français,
pour résoudre ce problème-là. Je vais vous poser 2 questions. Si Je vous en prie, monsieur Larouché. La première, c'est que, est-ce que vous connaissez le mot corruption? Oui, j'en ai entendu parler. Entendu parler. Oui. D'accord. Non, c'est quand vous me dites que vous faites davantage confiance aux hommes qu'aux machines pour nous protéger. Vous dites que les machines ne sont pas corruptibles, les hommes le sont. Ça dépend du programme que tu mets dedans. Oui, bon, ça dépend du programme que vous mettez dedans. Oui. Attention, bon, hein. Non, mais on va pas mettre dans une machine. Vous savez, les mathématiques et l'informatique derrière là, attention, hein. Oui, mais c'est... Non, quand je suis le patron de garder les frontières et que je mets dans la machine un programme, c'est pas un programme pour laisser passer les choses, c'est un programme pour les arrêter. Je suis d'accord, mais la deuxième chose, il faut être réaliste. C'est-à-dire que pour moi, il faut mettre le maximum d'êtres humains pour la surveillance des côtes. Le maximum. Oui, mais vous savez très bien que les municipalités n'ont pas les moyens. Non, mais je parle globalement pour le pays. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement de municipalités. Je pense que ça devrait être l'affaire de l'association des maires de la CTM. C'est-à-dire, quand les maires seront élus en 2026, première réunion qu'ils ont fait, c'est autour de la sécurité. Donc, bien sûr. Bien sûr. Attendez. Bien sûr, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes, vous serez obligés de composer avec l'État. Mais il faudra qu'on commence à développer une vraie politique de prise en charge par nous-mêmes de notre sécurité, quel que soit le bord politique. C'est une question d'existence, existentielle. D'accord. Vous êtes maire de la ville de Schœlcher. Je vais vous voir en vous disant je vais faire un restaurant, quelque chose sur la plage. Évidemment, ça va gêner un petit peu les riverains, hein, ça va les gêner un petit peu, mais je vais employer 15 personnes ou 20 personnes. Qu'est-ce que vous dites? Alors, déjà, ça dépend du type d'emploi. Alors, le fameux restaurant dont j'ai parlé là, allez interroger les employés, vous allez voir ce qu'ils en pensent. Non, on ne va pas tomber direct, on va pas tomber... c'est-à-dire qu'il faut bien analyser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça porte pour le territoire, pas n'importe quel emploi. Et il ne faut pas que ça gêne la population. D'accord? Donc, il faudra analyser en détail et surtout ne pas faire la politique du petit copain parce que je trouve que sur le littoral, il n'y a pas assez de Martiniquais qui dirigent certains restaurants. D'accord? Donc, favoriser nos cadres martiniquais, tenir compte du ménagement, faire attention à la population existante. Et ça, je ne vais pas en déroger. Autrement dit, vous refusez quand vous dites... Je n'ai pas dit que je refuse, monsieur Larouché. Nous allons analyser scientifiquement la proposition, voir les tenants et les aboutissants et tenter de prendre la meilleure décision. Oui, mais a priori, vous êtes plutôt pour la tranquillité de 4 ou 5 familles ou d'une entreprise qui va employer des gens. Parce qu'effectivement... A priori, je suis pour le ménagement, c'est-à-dire l'entente entre les différents secteurs. Non, à la fois activité économique... Vous ne répondez pas. Non, mais je donne ma réponse. C'est des vrais problèmes, ça. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire ni oui ni non. Il faut analyser, prendre le temps de voir la proposition. L'analyse, je vous l'ai dit, c'est que je vais créer 15 emplois, mais je vais gêner 5 ou 6 familles. Voilà, vous pouvez créer 15 emplois sans gêner 5 ou 6 familles. Oui, mais la façon dont ça va se faire, c'est comme ça que ça va se passer. Non, ça va gêner des familles. Non, c'est pas vrai. Mais vous fuyez. Pas forcément. Oui, mais je suis toujours dans la salle. Vous fuyez. Pourquoi dire ma fille, moi toujours là? Vous fuyez le problème. Mais non. Parce qu'on peut aider les Martiniquais en donnant des emplois. Ça peut je suis d'accord. C'est pas seulement en faisant la charité. Le bassin d'emploi en Martinique. Faisant la charité aux gens. Le bassin d'emploi en Martinique doit être dans la sécurité des Martiniquais autour du littoral et aussi dans une politique de réhabilitation générale des habitations. C'est là qu'il y a un bassin d'emploi en Martinique. Vous voyez, vous passez dans toutes les communes. Il y a beaucoup de dents creuses. Vous connaissez les dents creuses? Oui. C'est-à-dire que c'est lié aussi au problème d'héritage, etc., de succession. C'est là qu'il y a un bassin d'emploi, c'est-à-dire dans la réhabilitation de tous ces bâtiments qui existent. Et je sais que la notion de propriété privée en France bloque
beaucoup de maires qui veulent restaurer, et qui veulent faire jouer le droit de préemption pour sortir de ces dents creuses. À la limite, on aurait pu dire, bon, il y a assez de constructions, ceux qui existent là, en essayant de réhabiliter pour effectivement donner du logement et de l'emploi. Surtout que vous savez, vous qui êtes chef d'entreprise, qu'en ce moment, le BTP, ça bat de l'aile. Donc, il n'y a pas tellement de gros marchés. Donc, je pense que c'est là qu'il y a une niche d'emploi à faire. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas tous les comment dirais-je, on n'a pas toutes les armes politiques en termes de compétences pour faire cela. Moi, à mon avis, en Martinique, pendant 10 ans, 15 ans, même 20 ans, réhabilitation. Bien que ça coûte plus cher, hein. Mais... Ah non, vous avez raison. Il faut absolument réhabiliter pour que les gens qui viennent d'ailleurs puissent trouver un logement. Par exemple. Mais vous n'avez pas sursauté là? Pas du tout. Parce que... Non, pas du tout. Mais je vous attendais. Mais non, pas du tout, parce que moi je suis pour, comment dirais-je, je pense qu'il faut être fier de sa culture pour pouvoir être accueillant vis-à-vis de l'autre. Bien se connaître pour accueillir les autres. Et moi, je peux vous dire qu'au contraire, je suis prêt à accueillir tout. Mais attendez, vous parlez du génocide par substitution, maintenant vous êtes prêt à accueillir, il faut savoir. Mais évidemment, génocide par substitution, vous savez bien ça qui a passé. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire rapatrier les Martiniquais et remplacer par des étrangers français. Et les maisons que vous allez construire, c'est pour qui? Alors là, on rentre dans une autre problématique. Moi, je pense que, vous savez, on sera obligé de tenir compte de notre environnement. La solution se trouve là. Vous savez, dans l'histoire des Caraïbes, les populations passaient de territoire en territoire par cabotage, par pirogue. Vous entendez, je continue. Ou en se faisant la guerre. Aussi. D'accord. Mais peu importe, il y avait donc cette mobilité, justement. Et je pense que tôt ou tard en Martinique, on sera obligé pour lutter contre le déclin démographique de faire appel à nos compatriotes, peut-être Saint-Lucien, Dominicains, Guadeloupéens. Vous êtes raciste, vous? Pourquoi vous préférez Saint-Lucien qu'un gars qui habite Bordeaux où vous avez fait vos études? Vous savez, si vous avez un problème, quel est celui qui peut porter secours? C'est le voisin. C'est-à-dire qu'il faut rester d'abord dans son environnement caribéen, américain central et américain. Parce que l'Amérique, c'est pas seulement les États-Unis. États-Unis. Donc, aussi. Mais pourquoi pas? Mais bien entendu. Ah, quand même. Mais évidemment, oui. Barbadien, etc. Bon, évidemment. En général, c'est plus naturel d'accueillir les gens de sa culture, qui proches de sa culture. Mais vous ne ça ne vous empêche pas d'accueillir les autres. Vous ne connaissez aucun poème barbadien, ni aucun poème jamaïcain. Et vous en connaissez 10 de français. Votre culture est française. Mais pourquoi vous niez ça? C'est une évidence. Pourquoi vous niez ça? C'est marrant. Oui. Les mots de biti, je me senti que c'est professeur d'histoire, professeur français, je me menti. J'avais cette conviction. C'est pour cela que je me suis orienté vers les mathématiques, tout ça, etc. Parce que je voulais plus être bon littéraire, j'aimais bien parler français, je ne le cache pas. Et donc, reprenez la question, parce que je ne suis pas anti-dedans. La question, c'est que notre culture est beaucoup plus française que caribéenne. Oui, mais c'est lié à notre histoire, à notre... Ah ben voilà, on ne peut pas nier notre histoire. Oui, mais ceci dit, vous savez, les jeunes actuellement là, ils sont très éclectiques et très internationalistes. Non. Attendez, vous êtes professeur. Oui. Les deux métiers que vous souhaitez pour nous tout au long de cette interview-là, c'est les métiers du bâtiment et l'agriculture. C'est les seuls que vous avez dit. Mais nous sommes dans un contexte particulier sur la ville de Chelcher. J'en ai parlé. Mais on a besoin d'ingénieurs. Par exemple, évidemment. J'ai même parlé de projets scientifiques à un moment donné. Je pense que, par exemple, si j'étais recteur de l'éducation martiniquaise, je vais tout de suite créer une grande école d'ingénierie de la mer sur Chelcher, par exemple. Parce qu'on a moi qui fais des mathématiques, on a de brillants élèves
en mathématiques, ils font la prépa, etc. Et quand vous avez parlé de transport, vous n'avez à aucun moment parlé du transport maritime, hein, vous êtes bien d'accord? Si, c'est-à-dire qu'en fait, oui, si j'en ai parlé tout à l'heure là, parce que quand je vous ai parlé de dimension 4, c'est-à-dire à la fois transport terrestre, maritime et aérien. C'est-à-dire que j'ai expliqué de manière philosophique cela, mais vous avez raison. Vous avez raison, il faut effectivement développer le transport maritime, mais cela est de la compétence effectivement de la CTM. Et je pense que la nouvelle CTM qui arrivera en 2028 devra s'y atteler, parce qu'effectivement, dans le temps, il y avait le transport maritime qui sortait de Saint-Pierre, Carbet, Casse-Pilote, etc. Et on doit effectivement mailler tout ça. Aussi bien l'aérien que le terrien que le maritime. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Puisqu'on est saturé de voitures. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais bon. Non, mais c'est la réalité. Saturé de voitures, donc maladie. Donc nous avons tout fait. Il faut nous arrêter bizarre. On a qu'à mettre des voitures électriques. Là encore, il y a un débat. Vous êtes d'accord que la voiture, c'est... Je ne suis pas défenseur de la voiture, oui, oui. Mais la voiture, c'est la liberté quand même. C'est une forme de liberté. C'est important. Oui, c'est vrai. Par contre, je pense que en ce moment, la moto donne plus de liberté. Ah oui, c'est et effectivement, je pense qu'il faut qu'on aille vers cette mobilité douce, peut-être les vélos. Alors, par exemple, je n'ai pas parlé de ça. Vous savez que le téléphérique qu'on va proposer, qui va prendre dans les cabines entre 10, 15, 20 personnes, vous allez pouvoir avoir accès... Avec le vélo? Oui, avec le vélo. Ils le font à Saint-Denis, ils ont accès avec le vélo. Donc tout cela, ce serait intéressant. Saint-Denis, ce n'est pas en France, hein, c'est à La Réunion, on est bien d'accord. Oui, c'est La Réunion, Saint-Denis, oui. Et leur téléphérique s'appelle le Papang. C'est le nom d'un oiseau à La Réunion. Et nous, lorsque nous allons faire notre téléphérique, alors l'équipe avec laquelle on travaille, on l'a appelé Transcab. Mais moi, je l'aurais peut-être appelé Tomber levé, comme en temps longtemps. Tu as fait ça? Oui. Et à l'époque du Tomber levé, et effectivement, ils l'ont dit dans le séminaire de novembre, les intervenants, notamment Raphaël Confiant, disaient que les tombées levées, on n'attendait pas beaucoup de temps. Et comme aujourd'hui, bon, on attend beaucoup de temps. Et effectivement, il avait fait le parallèle en disant qu'effectivement, les stations par téléphérique, c'est à peine 2 minutes d'attente pour pouvoir entrer dans la cabine. Et en plus, on sait que le téléphérique a le même niveau de sécurité que l'avion. Et vous savez que l'avion, c'est le transport le plus sûr au niveau mondial. Mais vous êtes spécialiste vous cultivez les paradoxes. Mais je trouve ça très bien parce que... L'être humain, c'est une somme de paradoxes. Thèse, antithèse, synthèse. Mais vous le cultivez tellement bien parce que vous créez un téléphérique pour lutter contre les voitures, mais vous lui donnez le nom de système de voiture. Tomber levé. Non, c'est marrant. Non, c'est plutôt un rappel à l'histoire. Non, oui, mais c'est pas obligatoire. J'ai dit ça. Mais on va faire une consultation, puis on va demander, mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais non, mais c'est amusant. Mais oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Donc, Tomber levé, c'est le téléphérique, c'est un de vos gros projets. Oui. Est-ce que vous en avez un autre, un grand projet pour Shellshare? Je pense que on ne peut pas avoir 50 grands projets dans une deuxième mandature. Je pense que ce sera le grand projet. De votre mandature. Il faudra s'y atteler et il faut que ça fasse tache d'huile par ailleurs. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi que dans l'étude de faisabilité de 2020, ils avaient prévu aussi un téléphérique qui passe de Casse-Pilote et arrive vers Fort-de-France via le littoral. Oui. D'accord? Oui. Donc, c'est dans l'air du temps. L'air du temps, donc il faut que ça fasse tache d'huile. Et je pense qu'on va y arriver. Et déjà, en Réunion, ça marche tellement bien qu'ils sont en train de créer un deuxième téléphérique. D'accord? Je crois qu'il y a 10 stations, il me semble. Les gens de Shellshare, c'est des gens plutôt riches ou pas? Alors, d'après l'INSEE, on dit que c'est une population riche, je crois 35%, à mon avis, je ne me rappelle plus. On dit ça. Mais attention. Vous savez, les statistiques, c'est une partie des mathématiques
mais ce sont des mathématiques appliquées. Ce ne sont pas des mathématiques exactes, parce qu'en fait, quand vous faites ce genre de statistiques, il y a beaucoup de pauvreté cachée qu'on n'avait pas à déceler. Je peux vous dire qu'il y a une pauvreté cachée sous Shellshare, dans les zones populaires, qui fait que moi, je ne dirais pas que Shellshare est une ville riche. Bon, on le dit, mais on le dit statistiquement. Mais il y a beaucoup de misère, de pauvreté. Et il faut que le nouveau maire, d'ailleurs, augmente le nombre d'emplois au CCAS, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois au CCAS pour faire face à la demande de la population, surtout la population modeste. D'autant plus que vous savez qu'en Martinique, la cellule familiale est éclatée. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de familles monoparentales avec un parent, en majorité des femmes. Et donc, ça demande beaucoup plus d'attention sociale au niveau donc, de toutes les villes, de la ville de Shellshare notamment, mais aussi de la CTM, qui a une dimension sociale héritée du Conseil général. Est-ce que vous avez une forte délinquance à Shellshare? Il y a une délinquance, il y a une petite délinquance. À part le CCAS, qu'est-ce que vous feriez pour éviter cette délinquance, qui est souvent le fait de jeunes, quoi? Oui, enfin, pas tout. Oui, c'est vrai. En général. Oui, c'est vrai, c'est les jeunes sans diplôme, effectivement, qui sont plus touchés par le chômage. Ouais. Je pense que ça passe par l'éducation, mais le sport, la culture, et je pense que il faut qu'au niveau associatif, nous puissions mener une politique de convergence associative, de faire en sorte que les associations servent en quelque part de seconde famille. Donc je pense qu'il faudrait une politique de subvention harmonisée avec l'ensemble des associations, orientée peut-être de manière, comment dirais-je, volontariste en direction de certains jeunes de quartier pour pouvoir effectivement les sortir de ces difficultés de délinquance. Et je sais que la ville de Shellshare, effectivement, ils essaient de mettre en place l'accompagnement scolaire. Je suis très sensible à ça. Et par exemple, sur Fond-Laillé, vous avez une association qui s'appelle Passerelle, qui fait de l'accompagnement scolaire et aussi de l'éducation à la parentalité. Et ils essaient de développer un petit peu ça sur l'ensemble des écoles, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet dessus, mais à partir des associations existantes. Par exemple, une association comme l'émulation, il faut passer football, ça m'y fait. C'est-à-dire que si, par exemple, tu fais du sport, il faut qu'en parallèle, qu'il y ait de l'accompagnement scolaire, par exemple, dans le club. Est-ce que les associations sont en mesure de faire ça? Non, c'est pas en mesure, il faut l'appui. Il faut l'appui de la municipalité, il faut une vraie volonté. Je sais que, par exemple, Passerelle, c'est 20 000 € de subventions qu'ils reçoivent de la ville de Shellshare. Bon, bien sûr, il y a des subventions CAF, mais je pense qu'un projet comme ça, pour Fond-Laillé seulement, c'est au moins 50 000 € qu'il faudrait mettre pour que ça ait les meilleurs résultats possibles. Parce qu'il faut investir dans l'éducation. Pour moi, il n'y a pas de miracle. Hein. Et puis, bon, ça dans sa manière. et mon rêve, en tant qu'enseignant de mathématiques, comme je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants mathématiques qui habitent Shellshare, c'est faire en sorte que les petits Shellsharois soient les meilleurs mathématiciens de Martinique. Et je pense que c'est bon aussi. Hein. Les mathématiques, c'est bon pour la modestie, c'est bon pour l'esprit critique, c'est bon pour la culture. Et je pense qu'une municipalité pourrait faire ça. On pourrait le faire, parce qu'on a les moyens, mais il faudra investir. D'autant plus, ouais, à cette municipalité, hein. D'autant plus que la ville de Shellshare n'est pas en si grande difficulté financière que cela. Parce que vous avez quand même... Elle n'est pas en difficulté du tout. Hein. Oui, voilà. Vous avez quand même, comment dirais-je, 3 millions
de fonds propres, c'est-à-dire d'autofinancement. L'excédent. Et c'est intéressant. Donc, il faudrait orienter ça un petit peu dans ce sens. Et effectivement, l'autofinancement représente à peu près 9% donc les Chelchérois payent des impôts, quoi. Je veux dire, il y a quand même... Donc c'est un certain niveau, heureusement. Oui, heureusement quand même. Ça paye des impôts et c'est vrai que les impôts n'ont pas été augmentés, il faut le dire, depuis plusieurs années. C'est une bonne chose au niveau de cette municipalité. Ah, il y a quand même un aspect positif dans cette municipalité. Toute municipalité, quelle que soit, a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez dire en quelques minutes? Cette émission se termine. Eh bien, je vous remercie franchement de m'avoir reçu. Pour moi, c'est un grand honneur, comme je l'ai dit, de passer dans une télé faite, organisée, structurée par des Martiniquais, pour des Martiniquais. Alors évidemment, il n'est pas question pour moi de discuter de la ligne éditoriale, ce n'est pas là la question. Mais le fait que ce soit fait par des Martiniquais, pour des Martiniquais, je trouve ça absolument extraordinaire. Félicitations. Et je veux aussi vous dire, le fait que vous transmettez les conseils municipaux à la fois de Fort-de-France, de la CTM, etc., c'est excellent. Excellent pour la formation de la population, parce que je crois qu'il faut politiser, quand je dis politiser dans le sens noble du terme, la société martiniquaise pour qu'elle puisse évoluer dans les meilleures conditions en sachant que nous avons des forces et des faiblesses. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec M. Noé Malouda. Noé, c'est son prénom, hein, c'est un prénom biblique. Oui, que ma mère a choisi et je suis fier de ce prénom. Très bien. Monsieur Noé Malouda est candidat aux prochaines élections municipales à Chelcher. Mais chaque fois qu'il parle de Chelcher, il dit Chelcher Cazenavire. Non. Comme si le vrai nom, c'est ça. M'a dit la ville Chelcher Cazenavire. Parce qu'en fait, je pense que le nom Cazenavire me semble beaucoup plus approprié. Parce que vous savez que Chelcher est un personnage controversé. Excusez-moi, j'ai oublié de vous demander. Donc, si vous devenez maire, vous changez le nom de Chelcher. Vous l'appelez Cazenavire. C'est-à-dire que je veux bien aimer. Mais ce n'est pas forcément Cazenavire. Hein. D'accord. Je veux bien aimer parce que... vous savez que la nomenclature joue sur le mental d'une population, joue sur son caractère optimiste ou défaitiste. Et je pense que lorsque Marie-Jeanne est arrivée à Rivière-Pilote, il a changé tous les noms. Il a mis des noms qui ressemblent aux Martiniquais. Marcelin Lado l'a fait, Garcé Marsa l'a fait. Et je pense qu'en termes culturels, nous devrons aussi le faire. D'accord. Mais vous savez que le changement de nom de commune, c'est aussi une partie de compétence de l'État. Et ce n'est pas si évident que cela. Oui, je vous pose cette question complètement par hasard. Oui. Et j'ai là avec moi, mais complètement par hasard aussi, un livre. Et comme vous parliez de Chelcher, bien, j'ai retrouvé rapidement. Chelcher disait, vivre dans l'esclavage, ce n'est pas vivre, c'est mourir d'une lente agonie. Cet homme disait ça. Oui. Et vous venez de dire que vous allez débaptiser Chelcher. Bon, on va devoir arrêter l'émission. Non, là. Attention. Par contre, je vais vous répondre très rapidement. Chelcher a participé en avril 1849 à une proposition de loi qui a indemnisé seulement les colons. Ceci dit, lui, il était pour à la fois indemniser les colons et les esclaves, mais le fait de participer à une proposition de loi où vous indemnisez les bourreaux fait de vous un personnage controversé. Vous n'avez pas le droit de dire ça parce que dans la situation où il était, il avait en face de lui des gens extrêmement puissants qui... Moi, je ne vais pas participer au vote. C'est ça. Voilà. En tout cas, moi, je suis estomaqué quand vous ne reconnaissez pas les mérites de Chelcher. Tout homme a des mérites. Parce que cet homme a mené un combat extraordinairement difficile.
Mais Difficile. les Martiniquais, en 1848, nos compatriotes esclaves ont mené un combat extraordinaire pour se libérer Non, c'est pas et vrai. obliger Ce n'est pas vrai. Ce n'est le pas gouverneur vrai. Ce n'est Rostolan à signer Avec le deux décret mois- avec- d'abolition le 23 De- décembre Mais- 1848 mais- dans l'après-midi. mais- Merci en pile, merci en chai. Vous savez qu'en 1848, l'esclavage a été aboli en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Et ça, c'est cher. C'est pas l'esclave romain, hein, ni Rostolan. Merci beaucoup. Passez une bonne Ça me fait soirée. plaisir À que vous bientôt. riez. Non, mais C'est non, mais bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Non, vous n'êtes pas.